Et au passage, donc aujourd'hui, je suis accompagnée aussi de Louise Joly, qui travaille également à l'Institut d'élevage, au niveau de, entre autres, autour des ressources génétiques et de l'organisme de sélection des races bovines locales à petits effectifs. Aujourd'hui, elle va m'aider, mais lundi, elle vous présentera également quelques expériences. Alors, les diaporamas que nous vous présentons aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas nous qui les avons faits, c'est ces organismes dont on vous a parlé qui les ont faits, et nous avons fait surtout de la traduction et puis un peu de remise en contexte là où il le fallait. Alors, aujourd'hui, on va parler plutôt d'ONG, parce que c'est vrai que dans le périmètre européen, c'est quelque chose que l'on n'a pas énormément en France, pour des raisons un peu historiques, parce qu'en France, en fait, l'implication à la fois de l'INRA, puis des instituts techniques a été très tôt, et dans la conservation des races effectifs, avec les associations d'éleveurs, évidemment, mais il y a eu un appui public fort dès le départ, et un appui public, que ce soit au niveau national et régional également, avec la création dès les années 80 de conservatoires. Et tout cet environnement est assez spécifique à la France, nous permet de faire un travail quand même de qualité, même si évidemment tout est à améliorer toujours, mais globalement, on est quand même assez bien accompagné, que ce soit au niveau national ou régional, voire local. Et dans les autres pays, ils ont dû parfois, ils ont dû assez souvent, ils n'avaient pas l'appui de l'État au point que nous, voire des régions au point que nous l'avons, et ce sont plutôt les ONG qui sont intervenues. Alors, je vais vous parler d'une première ONG qui est Nordgen, et surtout de son travail depuis 40 ans dans la conservation des ressources génétiques dans les pays nordiques. Nordgen, c'est une ONG qui est en fait un réseau qui a été créé il y a 10 ans de cela. Et c'est un réseau autour des ressources génétiques qui inclut pas seulement les animaux, mais également les forêts et les plantes, avec tous les pays nordiques, donc Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède, plus les îles Féroé et le Groenland en observateur. Avec des missions, les plus emblématiques, c'est la gestion d'un réseau de cryobanques et un centre de documentation sur la ressource génétique. Je vous ai mis en particulier le lien que vous trouverez en bas dans la diapositive. C'est un centre de documentation très complet autour des races. Vous aurez énormément de documents à ce niveau-là. C'est en anglais, mais maintenant, avec les outils de traduction automatique, vous pouvez facilement avoir les documents en français. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous avez dû entendre parler du Svalbard, qui est la réserve mondiale de semences qui se trouve en Scandinavie. Eh bien, Nordgen fait partie des gestionnaires de cette organisation. En particulier, comme ça fait 40 ans que le Nordgen intervient, ils ont mis en place un rapport sur la conservation des ressources génétiques, et l'idée, c'était d'avoir pour la première fois quelque chose au niveau de tous les pays. Et c'est donc Nordgen qui a réalisé cela, et il a travaillé pour cela en partant d'une base de données. Donc là, ça va être le moment pour notre petite question du jour. Voilà. Est-ce que vous connaissez la base de données des races de la FAO ? Est-ce qu'il reste quelques timides? J'ai l'impression. Oui, il reste quelques timides. Alors, les derniers. 3, 2, 1, allez. On partage les résultats. Et donc, vous êtes une majorité à ne pas connaître la base de données de la FAO. Donc, ça va être l'occasion aujourd'hui de vous en parler. Cette base de données, son petit nom, qui est un acronyme de plus dans le monde de l'élevage, c'est DADIS. DADIS, pourquoi ça s'appelle DADIS? En fait, c'est diversité des animaux domestiques. C'est le système d'information de la diversité domestique qui est développé par la FAO. Alors, la FAO, pour ceux qui ne sont pas non plus, qui ne connaissent pas quel est cet organisme, c'est une organisation mondiale
qui, en fait, c'est l'équivalent des Nations Unies, mais pour l'agriculture. Et une de leurs missions, c'est la mise en place de cette base de données des races, qui est aujourd'hui de mieux en mieux remplie. Et vous n'êtes sans doute pas au courant, mais la France fait partie des pays qui ont le mieux rempli cette base ces dernières années, entre autres grâce à Pierre Chérel qui travaille au ministère de l'Agriculture et à Éléonore Charvelin qui travaille à l'INRA. Et donc, pour établir ce rapport de 40 ans de travail sur les ressources génétiques au niveau nordique, ils sont partis de cette base de données internationale. Et puis, comme évidemment, il y avait pas mal de trous, ils ont aussi utilisé un certain nombre de sources locales. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des différentes espèces? Ils ont essayé de séparer le niveau des races en fonction de seuils qui sont des seuils qui existent au niveau de la FAO. Nous, vous avez peut-être en particulier, si j'ai vu qu'il y avait quelques éleveurs qui étaient en ligne, vous connaissez la notion de race menacée pour la prime protection des races menacées. Ce n'est pas les mêmes seuils qui sont appliqués au niveau de la FAO. Donc, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a toute une série de races qui sont dans la série non déterminée, et on a tendance à penser que non déterminé, c'est équivalent à risque, parce que ça veut dire que la race est suffisamment mal inconnue pour qu'on ne sache même pas combien il y a d'animaux. Donc, si on ne sait même pas combien il y a d'animaux, en général, c'est que la race est plutôt menacée, voire dans un niveau critique. Pour les différentes races, donc nous avons les ovins. Donc, les races nordiques, on peut voir que la richesse de diversité génétique dans les races nordiques, c'est beaucoup en moutons, suivi de près par les chiens, par les bovins, et puis après, de façon assez classique, on aura les chevaux, les chèvres, et qu'est-ce qui, en revanche, il y a peu par rapport à ce qu'il pourrait y avoir en France ou dans des pays du Sud. Oui, au niveau des cochons, il n'y en a pas tant que ça. Dans la particularité des races nordiques, c'est que nous avons du renne. Voilà. Qu'est-ce qui est aussi un peu étonnant? Alors, ils ont aussi quelques races d'oies et de pigeons. Et ce qu'on voit, c'est quand même, ce qui est assez important de voir, c'est qu'on a 71% des races qui sont ou bien à un niveau critique, ou bien à un niveau menacé. Après, ils ont essayé d'avoir un peu quelle est l'évolution de développement de ces races locales. Et le problème, c'est qu'ils avaient beaucoup d'absence de données pour pouvoir avoir des comparaisons par rapport il y a une dizaine d'années, par rapport, ça à 40 ans en avant. Et ce qui fait que pour 50% d'entre elles, on a peu d'informations. Et on se retrouve dans quelque chose que l'on comprend bien, c'est que comme on a vu que 71% des races sont menacées, souvent quand les races sont menacées, elles sont mal connues. En revanche, pour celles qui sont connues, on a plutôt... Oula, j'ai eu un petit problème sur l'accolade. On a plutôt quelque chose de favorable avec 35% qui sont en niveau croissant ou stable. Et on verra d'ailleurs lundi un exemple spécifique avec les races bovines à petits effectifs en Norvège. Globalement, qu'est-ce qui a été mis dans ce qu'ils ont pu voir dans le bilan? Ils avaient environ 167 races locales dans les pays nordiques, 14% qui ne sont pas menacées, donc c'est quand même peu. 10% indéterminés, ce qui revient, comme je vous le disais, en général, si on est suffisamment peu documenté pour savoir ce qui se passe, c'est que c'est plutôt en danger. 21% qui sont dans la catégorie en danger critique d'extinction. Et puis un tiers qui sont stables ou en diminution. Et puis, et enfin 50% pour lesquels on ne sait pas non plus ce qui en est. Là, c'est une répartition. Alors, c'est un camembert qui est un peu différent si on prenait les chiffres de la colonne précédente, parce que là, on parle uniquement des races locales par espèce, et avec la particularité qui est le parti pris de Norgine d'inclure les chiens dans ce panorama, ce que nous avons tendance à, enfin, ce que nous ne faisons pas en général en France, puisqu'on a une tendance à séparer les carnivores domestiques
des espèces d'élevage lorsque l'on travaille sur les ressources génétiques. Je ne crois pas. Oui, je ne pense qu'il n'y a pas. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques représentants de conservatoires dans l'audience, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul conservatoire qui prenne le cas des chiens dans le travail. Peut-être celui de Rhône-Alpes, mais c'est tout. Dans le bilan, qu'est-ce qu'il faut voir aussi? C'est qu'il y a de plus en plus de données dans cette base de données de la FAO DADIS. Alors ça, c'est important pour vous, gestionnaires de races, si vous avez envie de voir un peu ce qui se passe à l'étranger pour des races qui seraient éventuellement, qui vous paraissent intéressantes de comparer avec les vôtres, pour avoir un peu la dynamique de ce qui se passe dans les autres pays, pour avoir, dans certains cas, il y a des liens en direct avec des travaux qu'ils font. Et puis, pour ceux qui travaillent en recherche ou dans l'enseignement, cette base qui avant était pas très utilisable parce qu'elle était principalement une base à trous, commence à devenir de plus en plus, enfin de mieux en mieux informée et peut servir pour des travaux de recherche. On a assez régulièrement aujourd'hui des publications maintenant, en particulier de la FAO, qui exploitent ces données pour des travaux de recherche assez intéressants. Et donc, par exemple, pour les races nordiques, 84% des races nordiques sont représentées dans cette base et 71% ont mis à jour leurs données. Alors, nous n'avons pas vu de façon spécifique tout ce qui est autour des cryobanques, mais le rapport complet qui est sur le site fait un panorama assez exhaustif. Et un calcul a été fait pour savoir si, en fait, à partir du moment où on a des doses en cryobanque, est-ce que ça suffirait pour reconstituer une race en cas d'extinction. Et c'est seulement 19 races, soit 12% de ces races qui ont suffisamment de doses pour pouvoir les reconstituer en cas de reconstitution. Et comme en France, si on compare avec la cryobanque nationale, la quasi-totalité des échantillons aujourd'hui, c'est de la semence. Enfin, 57% des races menacées ont une partie de leur matériel génétique dans la cryobanque. Et comme en France, en fait, la grande partie des activités cryobanques, des stocks, sont dans les espèces bovines et ovines. Autre chose aussi, c'est qu'on a une sensibilisation accrue de l'intérêt des ressources génétiques dans les pays scandinaves, notamment grâce à une implication forte des instituts de recherche et pas mal de travaux de caractérisation des races locales. Ça sera l'occasion d'ailleurs d'un des travaux du centre de référence. Nous allons diffuser de façon assez large tous ces travaux de recherche de caractérisation et en particulier, nous allons les rediffuser au niveau des associations de races parce que dans certains cas, il y a pu avoir un peu de scission entre les travaux de recherche et les races sur lesquelles ces travaux ont eu lieu. Et puis aussi, de façon plus visuelle, on va dire, vous trouverez dans le rapport, qui est en anglais, je vous le rappelle, mais facilement traduisible, des exemples de réussite de races locales. Ce qu'il faut voir aussi par rapport à des pays comme la France, en particulier dans les pays du Nord, on a une tradition autour de l'alimentation, des produits agroalimentaires, etc., en France, qui n'existe pas ou beaucoup moins dans les pays nordiques. Et donc, trouver des filières de valorisation et trouver des clients qui acceptent de payer plus cher un produit parce que il y a une qualité gustative différente, voire supérieure, c'est pas très facile à développer dans ces pays. Et en fait, dans ces cas-là, l'attrait pour consommer des produits de race locale va plus être en lien au système de production associé à ces races locales. Voilà donc pour cette présentation du travail fait par NotGen avec le nom de la personne qui gère le réseau là-bas. Et d'ailleurs, je crois qu'il recrute quelqu'un pour l'aider dans l'animation. Donc, si nous avons des étudiants dans l'assistance qui ont envie d'aller travailler dans les pays nordiques, avoir une expérience là-bas, c'est tout à fait possible. Et on peut, comme là-bas, ils parlent très bien anglais, d'une certaine manière, il suffit de parler anglais pour pouvoir postuler. Voilà pour ce premier exposé. Louise, est-ce qu'il y avait des questions? Non, il n'y en a pas dans le chat, mais si vous en avez là sur NotGen, n'hésitez pas à les écrire.
On va laisser 2 minutes pour des questions éventuelles. Alors, c'est l'heure de la sieste. Les gens n'ont pas envie de saisir leur clavier. Non. Bon, tu peux passer à la deuxième présentation. Alors, nous avons un petit lutin derrière. Il y a une question qui arrive. Ah. Est-ce que l'effort est le même dans tous les pays? Ah non, alors l'effort est très, très disparate d'un pays à l'autre, ça c'est clairement. C'est très différent. Et puis un peu comme en France, l'effort va beaucoup dépendre de l'envie de certaines personnes. On voit actuellement, par exemple, en Albanie, historiquement, un chercheur qui s'appelle Christa Koumé a beaucoup travaillé sur les races transfrontalières, en particulier les races dites podoliques en bovin. Aujourd'hui, il est à la retraite, il est encore actif dans le réseau ressources génétiques de l'ERFP, mais il ne trouve pas de successeur. Et aujourd'hui, en Albanie, a priori, tout ce secteur-là est passé à l'abandon. Donc non, ce n'est absolument pas pareil d'un pays à l'autre. Dans le cas des pays scandinaves également, la situation est assez différente. À une époque, on avait des liens assez forts au niveau de la Suède qui ont plutôt tendance à se perdre. Et à l'inverse, le Danemark, qui n'était pas très présent, est en train de remonter en présence. Donc, c'est assez différent. D'autres réseaux transfrontaliers entre d'autres pays européens, oui, d'ailleurs, on va le présenter juste derrière. D'accord, c'était pour les pays nordiques. Oui, pour les pays nordiques, les efforts de conservation sont très différents. Après, il y a des pays où c'est facile, comme l'Islande, par exemple, parce que l'Islande, ils ont une race par espèce. Donc, avec une race par espèce, c'est plus facile pour faire de la conservation. Et en Norvège, on le verra lundi, avec quelqu'un qui est très dévoué. D'une certaine manière, c'est un peu l'équivalent de Laurent Havon pour ceux qui l'ont connu, mais avec un bagage universitaire et puis 15 ans plus tard, qui a mis en place des actions assez similaires et avec un succès assez similaire. On est parti donc sur la présentation d'un deuxième... alors, est-ce qu'il y a une caractérisation systématique des diversités de races par approche génomique? Alors, dans les pays nordiques, il y a pas mal de travaux qui ont été faits, qui ont été faits, en Norvège entre autres. Après en lien avec, en Finlande, il y a l'Institut Luc qui fait des choses aussi. En Suède, un peu moins. Et puis en Islande, encore une fois, comme c'est une race par espèce, il y a des choses qui sont faites, et surtout parce qu'en plus, il y a des intérêts commerciaux forts, par exemple autour du cheval islandais, ou des intérêts ou le mouton islandais. Et sur les publis récentes, Sophie Moreau, qui est dans l'assistante, est en train de compiler tout ça, et on le mettra à disposition probablement au cours de l'année prochaine sur le site du Centre de référence européen, qui est ce site-là. Et aussi, ce qu'on veut proposer l'année prochaine, c'est que j'ai déjà commencé à développer, c'est un petit guide facilitant pour faire de la caractérisation de race à partir du moment où vous avez des génotypages. Parce qu'on nous dit tout le temps, on voit, il y a des quantités d'articles scientifiques qui font de la caractérisation de génétique moléculaire, mais chacun fait à sa sauce. Et donc, l'idée de ce petit 3 pages, c'était juste de dire de façon très pratico-pratique comment je paramètre mes recherches quand j'analyse des génotypages pour faire pour de la diversité génétique. Pas d'ARR. D'accord, merci Dominique. Pas d'ARR dans la race islandaise. Oui, alors c'est compliqué. Alors voilà une autre ONG qui s'appelle Save Foundation. Et Save, c'est en fait un réseau d'ONG qui était fondé aux Pays-Bas. Et avec, alors je l'avais noté quelque part, mais ça n'apparaît plus là.
il doit y avoir une dizaine de pays présents. C'est aussi, comme je vous disais, lié à la façon dont la sauvegarde des ressources génétiques était faite dans les différents pays, et de façon un peu approximative, on va dire que dans les pays du Nord, il n'y a pas une implication forte des acteurs de l'agriculture dans la sauvegarde des races à petits effectifs, ce qui fait que ce sont plutôt des ONG et des associations d'éleveurs, parfois de type éleveurs amateurs, avec des dynamiques qui rappellent un peu celles de la chèvre des fossés, par exemple, au début, qui ont mis en place ces actions de conservation de façon concertée. Et on a également quelques pays de l'Est, par exemple, qui sont inclus là-dedans, où on a également une ONG Grèce. Donc, on a 15, ah ben si, je l'ai écrit, 15 pays européens qui font partie de ce réseau, y compris aux pays, enfin européens au sens large, c'est-à-dire y compris des pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Alors, Safe Foundation, il travaille avec, en fait, en ayant des financements de mécènes ou de particuliers, et leurs travaux sont assez variés, avec, par exemple, donc je ne sais pas s'il y a des gens, j'ai pas regardé s'il y avait des gens des écomusées qui sont autour de la table, mais ils ont mis en place cette plateforme qui s'appelle Arcanet. Et l'objectif, c'était de recenser au maximum tous les élevages de type arche pour aider à la promotion des races menacées, mais c'était aussi dans une idée d'avoir un recensement en cas de crise sanitaire pour que si ces fermes sont bien identifiées, elles puissent à la fois, d'une part, on prévienne assez rapidement les autorités sanitaires pour qu'il n'y ait pas de destruction des animaux en cas de crise sanitaire dans ces sites dits arches, et à l'inverse, pouvoir accueillir en situation d'urgence des animaux si jamais, par exemple, le dernier éleveur d'une race part à la retraite et n'a pas de repreneur ou autre. Ce projet européen, enfin c'est un projet européen qui avait permis de monter ce site. La France avait été impliquée, mais un peu à la marge, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les acteurs que l'on a dans ce diaporama, on voit là, c'est ceux que j'ai recensés pour les animaux. Je pense qu'il manque beaucoup d'interlocuteurs. Bon, par exemple, j'ai vu que la bergerie de Rambouillet était recensée. Il y a la ferme pédagogique de Latus où il y a des poids de vigne, mais il ne m'a pas semblé voir ni l'écomusée du Pays de Rennes ou l'écomusée de Marquez qui sont par exemple des interlocuteurs importants en France. Alors, un élevage de type arche, c'est un élevage qui est ce qu'on va appeler le ex situ in vitro, c'est-à-dire un élevage qui n'est pas à vocation agricole. Ça peut être une ferme pédagogique, ça peut être un zoo, ça peut être un écomusée. Voilà, c'est un élevage qui est déconnecté de sa vocation agricole. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a peut-être moins ça en France que dans d'autres pays, parce qu'il y a toute une série de pays où les races menacées ne sont finalement conservées quasiment plus que dans des fermes de type arche. Est-ce qu'il y a des ONG ou acteurs français dans le réseau SAVE? Actuellement, non. Une ONG qui existe, qui est similaire, enfin la seule ONG en fait qui existe aujourd'hui en France, je pense, c'est le réseau Ferme, et le réseau Ferme n'est pas dans le réseau SAVE. J'ai pas vu s'il y avait quelqu'un du réseau Ferme dans la liste des gens, mais il m'a pas semblé. Il m'a pas semblé. Enfin, bon, je connais le président, mais c'est tout. Donc ça, c'est un premier exemple des travaux qu'ils ont fait. Et donc, je vous incite, pourquoi il faudra leur demander au réseau Ferme pourquoi ils ne sont pas dans le réseau SAVE. J'ai pas eu l'occasion d'échanger là-dessus. Mais je vous incite fortement si vous avez j'ai vu qu'il y avait quelques représentants des conservatoires, si vous connaissez des éleveurs de type ferme pédagogique ou autre, de s'inclure dans ce réseau, ce qui permet d'avoir des échanges particuliers face à cet élevage qui est différent d'un élevage à vocation agricole. Actuellement aussi, ils sont en train de mettre en place une enquête sur les zoos et les races menacées.
Donc, par exemple, j'avais découvert qu'au jardin d'acclimatation à Paris, il y a des chèvres du Rove. C'est vrai que dans les zoos en France, et il y a également des bretonnes, il y avait des bretonnes pinoires à une époque au jardin d'acclimatation. En France, c'est vrai qu'aujourd'hui, les zoos ont plutôt tendance à voir des chèvres naines ou bien des moutons du Cameroun, mais certains zoos dans d'autres pays européens ont mis des vraies actions de conservation autour des races menacées et pas seulement autour des espèces menacées. En particulier, en Allemagne, il y a eu tout un effort qui était fait autour d'une race de lapins et qui, je crois, avait été sauvegardée uniquement par eux. Donc, l'enquête était en ligne donc il y a un an de cela. Et 46 zoos ont participé, avec 43 qui ont été inclus dans l'analyse. Et là, nous avons une chèvre du Rove, mais pas dans un zoo, mais c'est une chèvre du Rove qui se trouve à la bergerie de Rambouillet. L'enquête était divisée en 2 sections. Une première qui était sur les races menacées, pour savoir tout simplement est-ce qu'ils avaient des races menacées et où est-ce que le zoo pourrait être impliqué. Et puis, dans la seconde partie, c'était spécifiquement pour les races menacées, enfin pour les zoos qui détiennent des races menacées, avoir des avis spécifiques sur ce qu'ils ont et comment ils les utilisent et les échanges éventuels. Alors, pour le moment, on n'a pas encore le retour de cette enquête, mais je suivrai ça attentivement sur le site de SAVE pour le mettre en valeur dès que ça sera le cas. Donc là, pareil, c'est une action qui est en lien avec ce qu'on appelle plutôt la conservation ex situ, c'est-à-dire hors site, et in vivo, parce que les animaux, ils sont vivants, ils ne sont pas en cryobanque. L'autre chose qu'ils font également, c'est ils ont une newsletter qui est en anglais, qui est en PDF. Donc, pour la traduction, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est obligé de passer par éventuellement des outils de type ChatGPT pour derrière les traduire et tout ça. Mais bon, c'est faisable si vous ne lisez pas du tout l'anglais. Et ils ont en place, et également en plus de cette lettre qui valorise toutes les initiatives autour des ressources génétiques dans tout leur réseau, donc pas seulement animaux, ça peut être animaux, végétaux. Ils ont également un prix pour les animaux et les végétaux qui s'appelle Arcadélie, qui revient annuellement depuis 2011. C'est un peu... Le principe est un peu similaire au prix de la Fondation du patrimoine, pour ceux qui connaissent. Donc, le prix de la Fondation du patrimoine, c'est un prix qui existe également depuis une quinzaine d'années, qui est sponsorisé par Seva, Santé Animale. Et l'objectif, c'est de récompenser 3 initiatives par an autour de la sauvegarde des races menacées. Et vous pouvez encore postuler si vous avez un projet intéressant pour Alors, je ne parle pas de Arcadélie, je parle de la Fondation du patrimoine. Vous regardez, faites Fondation Patrimoine, prix de la biodiversité, avec ces mots-clés, ça doit suffire. Et on peut postuler jusqu'à, je crois que c'est le 6 ou 7 janvier, quelque chose comme ça. Donc la Safe Foundation, ils font la même chose, mais tout pays confondu. Et donc c'est une 50aine de produits qui ont été récompensés. Et c'est tout pays confondu. Tout pays confondu où le réseau Save est présent. Et c'est pas seulement des produits animaux. Et ils ont également des travaux directement de sauvegarde et de caractérisation dans des pays où les financements peuvent manquer. Et c'est le cas, par exemple, en Grèce, avec avec 3 races très menacées de bovins sur 3 îles différentes. Je ne vais pas trop me risquer à dire leur nom. À chaque fois, ce sont des races de très petite taille, mais ça, on se doute pourquoi aussi avec... vu la rusticité nécessaire pour survivre dans un climat méditerranéen assez extrême. Et comme chaque fois, c'était en réalité des races mixtes, et pas seulement races mixtes doubles, c'est-à-dire lait viande, mais en réalité, elles faisaient lait, viande et traction. Et en général, leur vocation agricole aujourd'hui est limitée à la viande.
Donc là, c'est le travail d'une chercheuse en particulier qui a fait des extractions, enfin qui a prélevé des morceaux de cartilage ou du sang de ces animaux, qui a fait des extractions et qui a essayé de comparer ces 3 races avec d'autres races proches, que ce soit en Grèce ou à Chypre. Et on se rend compte que ce sont des races qui sont extrêmement différenciées, avec des ramifications très longues. Alors, ramifications très longues, quand on a des branches très longues, c'est souvent signe d'isolement, mais aussi signe de consanguinité élevée. Donc là, la publication de l'article qui correspond à cette caractérisation, vous avez les informations là sur la diapositive, c'est un article qui a été publié en 2020. Et après, cette caractérisation, donc ça fait depuis 11 ans que le correspondant local suit ces 3 races bénévolement, en faisant le suivi des troupeaux et des animaux. Et aujourd'hui, vous voyez, on est dans une situation critique, puisque pour 2 races, on est toujours entre 40 et 50 animaux, et pour l'une d'entre elles, il n'y a plus que 12 animaux. Les actions, donc il y a la mise en place des choses assez classiques qu'on retrouve en France, mise en place d'un livre, enfin d'un répertoire des animaux, programme de conservation, donc avec des essais d'accouplement raisonné, mais c'est avec très peu d'animaux, c'est vite limité, et comme vous avez pu voir, les analyses génétiques. Donc tout ça se fait à la fois bénévolement ou par de la levée de fonds auprès de mécènes, mais ça reste quelque chose de compliqué. Et après, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression qu'avec si peu d'animaux, on ne pourrait pas trop aller loin. Ce qu'il faut voir, c'est que pour un certain nombre de races locales bovines à très petits effectifs, au début des années 80, quand Laurent Havon de l'Institut d'élevage a démarré le travail, on est parti de situations équivalentes. Donc, à partir du moment où les animaux ne sont pas complètement tous apparentés, il peut rester de l'espoir. Bon, c'est vrai que pour 12 animaux, ça va rester compliqué en l'absence de retrempe. Alors, chaque année, tous les acteurs du réseau se rencontrent. En général, c'est en septembre. Donc, l'année dernière, c'était à Turin, en Italie. L'année prochaine, ça devrait être en Autriche ou proche de l'Autriche ou en Suisse. Et je crois que c'est assez facile en fait de pouvoir y accéder à ces rencontres qui sont assez riches, avec beaucoup d'exemples de réussite ou de projets par tous les acteurs du réseau. Vous trouvez toutes les informations sur le site de SAVE. Et on peut y participer moyennant le financement, évidemment, de son propre logement, etc. Puis, je pense qu'il y a aussi une petite participation à la logistique de l'événement. Alors, est-ce que SAVE ne traite que les races menacées? En fait, je pense que chaque ONG a ses propres prérogatives, et après, la définition de ce qu'est une race menacée va différer d'un pays à l'autre. Donc, il faudrait voir dans le détail comment chaque pays définit, chaque ONG définit ce qu'est une race menacée, et d'abord ça, et ensuite, est-ce que cette définition de race menacée correspond à celle du pays? Et je ne suis pas sûre qu'il y ait une transitivité complète. Alors, pour terminer, il me semblait qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah non, ben voilà. Donc voilà pour cette présentation de SAVE. Vous trouverez là donc le lien au site. La correspondante actuelle est basée en Suisse, mais il y a également à chaque fois des correspondants régionaux dans tous les pays qui sont en lien avec cette organisation. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des liens avec le CORAM? Je ne pense pas, parce que comme je disais, les ONG travaillent avec beaucoup d'associations qui vont avoir comme public plus des éleveurs qui ne sont pas des éleveurs à vocation agricole. Et je sais que le CORAM en particulier travaille
toutes les races avec lesquelles le Coran travaille avec des éleveurs qui sont des éleveurs à vocation agricole. Donc, je pense qu'il y a une déconnexion assez forte à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions ? La définition de la race menacée, non, elle n'est pas justement dans le règlement zootechnique européen. Il est demandé à chaque pays de définir ce qu'est une race menacée à partir du moment où il est validé par une commission scientifique. Et donc en France, on a fait un travail assez important, piloté par l'INRA et Étienne Verrier de l'Agro Paris Tech en particulier, avec la participation, entre autres, de Race de France et puis de tous les instituts techniques associés aux espèces du règlement zootechnique européen pour définir ce que c'est une race menacée en France. Et la particularité en France, c'est qu'on ne prend pas que des critères démographiques en conséquence, parce qu'on considère que, par exemple, une race, si on a deux races qui ont 5000 animaux, mais il y en a une où l'âge moyen des éleveurs est 60 ans et l'autre, il est de 30 ans, il y en a une qui est plus menacée que l'autre. Voilà. Et ça fait aussi partie du travail du Centre de référence européen, qui est piloté actuellement par Stéphanie Mineri, qui était en ligne, mais qui est peut-être plus, d'essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette définition de ce qu'est une race menacée dans les différents pays de l'Union européenne et de voir si on pourrait mettre un peu des préconisations sur des critères à vraiment prendre en compte de façon un peu forte. Est-ce qu'il y a des initiatives équivalentes au niveau africain d'ONG ça, je ne sais pas trop. Ça, je ne sais pas trop. J'ai des contacts avec des coordinateurs nationaux de pays africains, mais en général, ce n'est pas eux qui ont les contacts avec les ONG. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coordinateur national? Au niveau de la FAO, donc je vous ai dit, la FAO, c'est l'équivalent des Nations Unies, mais pour l'agriculture. Il y a une commission spécifique autour des ressources génétiques. Et pour les animaux, la FAO demande à chaque pays d'avoir quelqu'un qui est dénommé comme coordinateur national autour des ressources génétiques. Et en France, notre coordinateur national autour des ressources génétiques, il était en ligne, mais il est parti d'ailleurs depuis, je crois, c'est Pierre Chérel au niveau du ministère de l'Agriculture. Et tous les ans, ces coordinateurs nationaux se réunissent pour travailler autour des ressources génétiques au niveau de la FAO. Et il y a des présentations d'initiatives qui sont faites, mais comme c'est avec la casquette nationale, on n'aura pas des équivalents d'ONG, ou les ONG qui viennent, il n'y a pas d'ONG africaine qui viennent à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des actions du CIRAD? Alors, le CIRAD, sur les actions races à petits effectifs, sont moins actifs que sur les plantes. Mais à Mayotte, en effet, il y a un projet qui est la suite du premier RITA Mayotte qui devrait démarrer là en janvier. Donc, le CIRAD travaille bien, en effet, à La Réunion, sur la chèvre pays, par exemple, ou à Mayotte sur les 3 races par espèce qui existent là-bas. Mais c'est le CIRAD qui n'est pas un ONG. Et c'est vrai que là, on a vraiment une particularité forte en France, et je dirais tous les pays du Sud, c'est un peu la même chose, qui est à savoir que on a une intégration forte dans le paysage agricole. Alors, Prospecie rara, oui, j'ai pas. Alors, Prospecie rara fait partie de SAVE, mais d'accord. D'accord. Donc, au niveau Prospecie rara, oui, c'est tous les éleveurs de races à petits effectifs. Sachant qu'en France, on a éventuellement une dualité qui existe aussi. Typiquement, pour les chèvres, on a tout à fait des situations où on a à la fois des éleveurs amateurs et des éleveurs en production. Et les deux sont très bien.
On a pu, grâce aux éleveurs amateurs, à sauvegarder des souches qui n'étaient pas souhaitées au niveau des éleveurs en production, par exemple. Ce qui permet d'aider à la conservation de la variété génétique. Et puis, on a aussi des cas comme l'écomusée, qui est en effet un élevage qui n'a pas de production agricole, mais il y a de l'écomusée du pays de Rennes, mais qui est fortement intégré dans dans toutes les associations ou organismes de sélection des races qui l'élèvent au niveau de l'écomusée. Pour multiplier, où s'adresser en France pour multiplier les races en danger? Alors, en fait, ça dépend un peu quelle est l'action qu'on veut faire. Si on est éleveur, il suffit de voir quelle race on souhaiterait élever. Et là-dessus, il suffit de définir un peu son cahier des charges et après de contacter les associations de races. Et après, si jamais il s'agit d'appui, à partir du moment où on a une race, d'avoir un appui, ça peut être par l'association de race, l'organisme de sélection, le conservatoire ou les instituts techniques. Plus d'autres questions? Si, il y a encore quelqu'un qui écrit. Ça sera la dernière question. Si on veut terminer exactement à l'heure. Non, la personne est timide finalement. Ou la question trop longue? Donc lundi, on aura des exemples de cas de sauvegarde réussie dans 2 pays, la Norvège et la Slovaquie. Sachant qu'une bonne partie, ces diaporamas sont également présents sur le site du Point Focal Européen, et donc vous pouvez les retrouver en anglais. Vous aurez au niveau du site du Point Focal Européen, vous savez, voilà, sur ce site-là, vous avez énormément d'informations sur des exemples de sauvegarde au niveau de l'Europe. Europe au sens large. Alors, pour définir une race menacée, combien d'animaux doivent être enregistrés? Comme j'ai dit, la notion de race menacée en France, elle est multifactorielle. C'est pas seulement un nombre d'animaux. Et ensuite, la notion de nombre d'animaux rentre en compte, mais elle est différente par espèce. Ça va dépendre en particulier, par exemple, de la prolificité. Quand on veut sauver une race de chevaux, c'est difficile d'avoir un poulain par an, c'est compliqué. On est plutôt à 0,5 poulains par an. Alors qu'avec une truie, on a 7-8 porcelets potentiellement tous les 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Donc, ce qui fait que ce nombre est différent. Et il existe un rapport qui définit cette notion de race menacée qui est disponible en ligne, qui a été, ça doit être sur le site du ministère de l'Agriculture ou au niveau de l'INRA que c'est disponible. À mon avis, en rentrant les mots-clés race menacée, France ou INRA, on doit pouvoir trouver. Une dernière question et après on pourra vous lâcher, vaquer à vos occupations. Ah, c'est Stéphanie qui met le lien. Parfait, merci Stéphanie. Donc, il suffit de cliquer sur le lien et vous aurez l'accès. Voilà, on arrive à avoir un peu d'échange entre nous, même si on vous oblige à être muet. Et lundi, il n'y aura pas que moi qui parle. Louise, il sera aussi. Et il est donc prévu qu'on continue cette série de webinaires l'année prochaine sur différents thèmes. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire lundi dans nos questions. À la fin, c'est de proposer des thèmes sur lesquels les gens voudraient que l'on intervienne l'année prochaine. Voilà. Merci à tout le monde. Bon café. Et puis, à lundi pour ceux qui peuvent.